Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Idriss Aberkane. Donc pour le définir, je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un d'éclectique. 3 thèses, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le public qui passent leur thèse. Donc une thèse en sciences cognitives, en littérature et en géopolitique. Et sa dernière publication est en mathématiques. Donc justement, on aime bien tous ces talents. Et justement aussi, c'est Idriss qui nous a un peu aidé au début pour comprendre un peu toute cette bouffée d'eau lirante avec les conflits d'intérêts qui m'a donné des bonnes pistes à explorer pour mieux comprendre ce qui pouvait se passer. Et donc, on a proposé à Idriss de venir nous faire une conférence. Il a proposé d'en faire une sur les nouvelles molécules. Et je pense que ça va nous éclairer, nous donner des informations nouvelles, avec un angle différent sur les perspectives. Et voilà, je pense que c'est dans la tradition, on a le droit d'être intelligent. Merci beaucoup. Merci. Alors je vais dédier cette conférence à un ami, et c'est pas une dédication funèbre, il a juste failli mourir 14 fois, il s'appelle Karim Amri, et je vous recommande de regarder un peu ce qu'il fait. Il avait la plus grande collection d'Europe d'animaux venimeux, et il est aujourd'hui chercheur au Snakebite Institute, donc une partie des cas que je vais présenter sont des cas sur lesquels il a travaillé, mais effectivement Karim a été mordu 14 fois par des monstres gilets, par un peu tout ce que vous voulez. Une fois il était sur scène, il était en train de former des pompiers à comment réagir quand quelqu'un est mordu par un monstre gila, ce qui n'arrive pas tous les jours fondamentalement, encore moins en Suisse, hein. C'est un truc qu'on trouve qu'au Texas, au Nouveau-Mexique, et un monstre gila c'est très lent, donc il était là avec la petite bête dans sa main et tout, et pendant qu'il parlait on voit le monstre qui ouvre la bouche tout lentement comme ça, oh, niap, au ralenti, et d'un coup la salle s'arrête, et là bon bah je vais continuer mais préparer l'ambulance, et bon il a survécu, mais ça serait pessimiste de dire que dans son expérience, les animaux les plus dangereux sont les humains, puisque ça lui est arrivé tout de même de se retrouver au Mexique en train d'identifier des serpents venimeux et puis de tomber sur un mec avec un fusil à pompe et une machette parce qu'il était à côté de son champ de bœufs. Voilà. Je pense que c'était pas quelque chose que vous vous attendiez à me voir aborder dans cette conférence, mais voilà, le ton est donné. Alors, la totalité de mes travaux d'un point de vue économique, il se résume, si vous voulez, à cette image, parce que je suis d'origine algérienne, je suis moitié italien, moitié algérien, je suis né en France, et évidemment, quand on a découvert du pétrole au Brésil, les gisements de Tupi et d'Iracema, Lula a dit c'est la deuxième indépendance du Brésil. Et je suis pas d'accord, parce que si effectivement des gisements de pétrole suffisaient à être un pays riche, ça se saurait pour l'Algérie en tout cas. Malheureusement, économiquement aujourd'hui, l'Algérie c'est plus du pétrole avec un pays qu'un pays avec du pétrole, et c'est le risque qu'ont les pays qui ont une économie centrée sur les matières premières. Et tout le contre-pied, c'est de dire qu'en fait, peut-être que la biodiversité pourrait valoir beaucoup plus cher que le pétrole. Pas d'un point de vue touristique, mais d'un point de vue économique. Et qu'on va commencer à essayer de mesurer cette valeur. Alors, on sait déjà que la mangrove, ça peut protéger des tsunamis. On a déjà des études de cas qui nous disent que la biodiversité a une valeur économique. Les assureurs savent que quand on enlève la mangrove maintenant en Asie du Sud-Est, on va devoir faire augmenter les primes d'assurance en cas de tsunami. C'est quelque chose qui est vérifié, qui est acté. Mais bon, c'est anecdotique. Maintenant, les petites bêtes dont tout le monde se fout, en fait, comment on peut commencer vulgairement à leur mettre un prix pour que les politiciens puissent comprendre que leur extinction est pas seulement mauvaise d'un point de vue humain, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique. Donc voilà, si vous voulez, la confrontation de cette conférence. Vous avez d'un côté du pétrole brut et de l'autre un œuf de casoar. Pourquoi ? Parce que si vous trouvez du pétrole brut dans votre jardin, votre banquier il est content. Si vous trouvez un œuf de casoar dans votre jardin, votre banquier il s'en fout. Bon. Eh ben, peut-être qu'un jour ça va changer. Peut-être qu'un jour les banquiers des États, à commencer par donc le FMI, seront plus intéressés à de la biodiversité qu'à du pétrole. Et essayons de démontrer comment ça pourrait arriver. L'idée fondamentale, c'est que la nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Ça, c'est indiscutable. 4 milliards d'années d'évolution, 4 milliards d'années d'essais-erreurs. La nature, c'est un laboratoire de R&D. Elle fait de la R&D en permanence, elle résout des problèmes. Mais en plus, elle fait de la R&D dans l'intensité maximale. L'intensité maximale de R&D, c'est la guerre. C'est quand on va mourir. Quand on est à 2 doigts de mourir, on peut anticiper, imaginer des idées complètement farfelues. Les armes que les Allemands ont développées pendant la Deuxième Guerre mondiale, le radar des Anglais, tous ces travaux, c'était parce que s'ils n'innovaient pas, ils mourraient. Bon, dans la nature, ne pas innover égale mourir, c'est la base. C'est pas la guerre, c'est normal. Donc la nature innove tout le temps à l'intensité maximale, et en plus, elle a une intégrale sur 4 milliards d'années d'innovation. Donc évidemment, elle a trouvé des solutions qui sont remarquables. L'œuf de casoar, par exemple,
son gloss, là, vous voyez la façon dont il brille, ça c'est étudié pour faire des couvertures, des revêtements de satellites par la NASA. Alors, c'est pas le casoar en particulier, mais les molécules qui forment le gloss de ces œufs sont étudiées pour faire des revêtements qui reflètent le soleil et qui soient les plus légers possibles. L'œuf lui-même, il a des pores, vous savez, les œufs ça respire. Eh bien, la structure des pores de ces œufs sont étudiées pour faire des céramiques qui pourraient filtrer notamment les virus. Et puis, on va voir d'autres aspects liés au casoar en général. Mais dézoomons un petit peu. Parce que faire jaillir le pétrole de la Terre, on voit comment ça marche. Une plateforme pétrolière, on voit à quoi ça ressemble. Mais à quoi ça ressemble une plateforme qui va faire jaillir des barils de connaissances? À quoi ça ressemble une plateforme de la connaissance? Ça pourrait ressembler un peu à ça. Si vous avez entendu parler de ce projet français, qui était au départ vraiment conçu pour être plus poétique que scientifique, mais j'assume et je respecte totalement ça de la part de ces porteurs de projets. Ça s'appelait le radeau des cimes, et c'est remarquable parce que l'idée est avant tout l'ergonomie. C'est-à-dire qu'il déploie, comme vous voyez, un grand filet sur la canopée, et la canopée c'est effectivement la partie de l'écosystème forestier la moins connue à l'époque, parce que si la nature est une bibliothèque, la meilleure façon de faire jaillir la connaissance c'est de la lire, et la meilleure façon de la lire c'est de dormir dedans. Sauf que seulement la canopée, avant quand vous l'étudiez, il fallait monter, descendre tous les jours. Mine de rien, ça réduit l'ergonomie de l'observation. Et là, j'ai envie de dire vraiment ces poètes plus que ces chercheurs, et c'est pas du tout vulgaire, se sont dit ce qui serait bien, ce serait de camper à la cime des arbres. Comme ça, on donnerait encore plus d'attention et de temps à la nature. Et ils ont lancé ce projet qui s'appelle donc le radeau des cimes. Je le prends comme exemple de à quoi pourrait ressembler une plateforme de la connaissance. Parce que si vous utilisez la nature comme une source de matière première, vous allez la détruire. Parce que si vous utilisez la nature comme une source de bois, de cuivre ou d'ivoire, vous allez la détruire. Mais si vous utilisez la nature comme une source de connaissance, vous ne la détruisez pas. Un livre, si on le voit comme une source de papier, on le détruit. Si on voit un livre comme un gisement de papier, il faut arracher les pages pour l'exploiter. Mais si on voit un livre comme un gisement de lettres, eh bien, vous ne détruisez pas le livre quand vous l'exploitez. Pourtant, vous l'exploitez dans le sens économique du terme. Vous en retirez de la richesse. Eh bien, si on exploite la nature d'une façon immatérielle, intellectuelle, on ne la détruit pas. Et en plus, on justifie sa préservation. Puisqu'on dit ça, c'est un gisement de connaissances, ne touche pas à ça, c'est comme un puits de pétrole. Un baril de connaissances vaut plus cher qu'un baril de pétrole. Ça, c'est complètement acté en économie. Regardez la Corée du Sud, ils n'ont pas de matières premières, mais ils sont plus riches que la Russie, qui a toutes les matières premières du monde. Et puis, comment on pourrait valoriser ça? Parce que les modèles économiques, dire ok, un baril de pétrole c'est fongible. En économie on dit fongible. Qu'est-ce que ça veut dire fongible? Ça veut dire que si vous mélangez les deux barils ensemble, ça vous fait bien deux barils, c'est indiscernable. Le pétrole d'un baril et le pétrole d'un autre baril sont miscibles, on dirait en bon français, fongibles en termes économiques. Mais la connaissance elle n'est pas fongible. Une connaissance ne vaut pas une autre connaissance. Un brevet ne vaut pas un autre brevet. La connaissance n'est pas fongible. C'est la raison pour laquelle on manque de modèles économiques. Je vous dis ça, si un jour vous voulez faire des conférences dans des sphères plutôt économiques, etc., un des gros verrous pour protéger la nature, c'est qu'on a le modèle économique, sauf que pour l'instant on est câblé, en finance, pas en économie, en finance, on est câblé à penser baril. On pense fongible, on pense commodité, bien substituable. Par exemple, le jus d'orange concentré sur gelée, le Minute Maid, ce qu'on appelle le FCOJ en finance, jus d'orange concentré sur gelée, c'est fongible, c'est de la daube, c'est un cadavre de jus d'orange, mais c'est fongible. Et comme les financiers aiment faire du volume, la fongibilité, ils adorent. Et ce qui les bloque pour l'instant, c'est que la connaissance n'est pas fongible. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que ça, c'est un NFT. C'est un des premiers NFT de l'histoire. Donc les NFT, ce sont les Non-Fungible Tokens, essentiellement des œuvres d'art sur blockchain. Donc cette rose-là, c'est une photo mise sur blockchain en 2017, elle a été vendue $1 million. Et aujourd'hui, il y a un marché des NFT, en fait, vous le savez, il y a un marché énorme, c'est parti complètement en vrille d'ailleurs. Mais si jamais les biologistes et les chercheurs en évo-dévo, en bio en général, et en pharmaco, s'intéresser à ce modèle des NFT, là on pourrait commencer à dire que ce que va sortir, pas seulement, mais comme modèle économique pour que les fondations financent, pour que les sociétés comprennent, pour que les gouvernements comprennent, peut dire en fait une des façons de faire des barils de connaissances, c'est de les empaqueter dans des NFT. Voilà. Ça c'est quelque chose que je vous recommande. J'ai pas le temps évidemment de rentrer dans les détails, je vais juste lancer des idées et après c'est un buffet, on va plus papillonner. Alors revenons au casoar qu'on a vu tout à l'heure, donc son œuf. Évidemment, après, vous avez les petits. Et là, vous voyez un cas typique de mignonitude, la cuteness. En neurosciences, la cuteness, ça existe.
kawaii en japonais, cuteness en anglais, mignonitude en français, le temps que l'Académie française accepte ce terme. Mais l'idée, c'est que quand vous avez des juvéniles mignons, ça encourage le fait de s'en occuper. Voilà. Donc c'est un marqueur de la stratégie K en biologie en fait, d'avoir des juvéniles mignons, parce que ça vous encourage à leur donner de l'attention et du temps. Et ce qui est mignon pirate l'attention. C'est pour ça que les vidéos de chatons cartonnent sur Internet. Ce qui est mignon pirate l'attention. Voilà, c'est mignon. Non, mais c'est mignon pour eux aussi. Ouais. Alors, c'est vrai. là, on a effectivement un évolutionniste. Okay. Mais alors, si, il y a des moyens de le savoir. C'est certains marqueurs hormonaux. C'est pas des moyens de le savoir définitivement, mais c'est des corrélats. Ouais. Il y a des corrélats hormonaux, comme l'ocytocine par exemple, etc., qui peuvent effectivement nous engager à voir. Et puis aussi, on n'a pas fait d'électroencéphalogramme sur les casoars, mais on peut regarder en gros si l'amygdale est activée ou pas. Et l'amygdale, c'est les centres de peur. Alors, le casoar, en termes de bioinspiration, ça communique en basse fréquence. Si vous allez dans des zoos, vous entendez les émeus, etc., ça fait un bruit de basse. Ça leur permet de se repérer dans la forêt et donc et aussi de s'identifier, etc., pour tout ce qui est territorial. Donc ils ont un système d'émission basse fréquence qui est étudié aujourd'hui. Et puis, vous savez que le bleu, dans le monde vivant, c'est très rare comme pigment. Le bleu, c'est un des pigments les plus rares dans le monde vivant. Dans le monde minéral, c'est facile d'en faire. Dans le monde vivant, c'est plus compliqué. Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas un pigment d'ailleurs, c'est de la coloration structurelle. Donc vous avez des petites plumes, là vous les voyez, qui vont réfléchir la lumière dans une certaine fréquence, ça va vous donner ce bleu. C'est le bleu que vous trouvez chez les mésanges notamment, et c'est le bleu que vous allez trouver chez le casoar. Alors, le casoar, il est étudié, il est à part. Là vous voyez, je suis devant, vous voyez bien ou pas? En bas, ouais. Donc je mets quand même les références parce qu'on est à l'IHU, là, c'est pas juste, enfin si ça peut vous intéresser par la suite. C'est sorti en 2020, la coloration structurelle du casoar, elle est à part dans le monde des oiseaux. Et c'est intéressant parce que c'est étudié pour faire des écrans, tout ça. La coloration structurelle, donc comment faire des couleurs sans pigments, sans pixels, avec juste une petite plume ou un petit fil qui, selon son orientation, réfléchit la lumière dans une autre fréquence. C'est ce que font les papillons, le Blue Morpho par exemple. Et bien ça, c'est étudié pour faire des écrans. Par exemple, Qualcomm a revendu sa technologie d'écran structurel à Apple pour $1 milliard. 1 milliard 100 millions et quelques. Donc là, on peut commencer à mettre un prix sur la biodiversité aussi. Encore une fois, je ne veux pas être vulgaire, la biodiversité vaut beaucoup plus que ça. Mais quand vous êtes en face d'un gouvernement ou d'une entreprise et que vous devez expliquer rapidement, vous avez 15 minutes, pourquoi il faut protéger le casoar, machin, là vous pouvez dire, regardez déjà, outre l'œuf qu'on a vu, outre la communication basse fréquence, vous avez la coloration structurelle des plumes. Et la communication basse fréquence, c'est intéressant parce que vous l'avez chez les éléphants aussi. Les éléphants ont un organe acoustique dans les pattes, en fait. Et c'est très important pour eux, pour communication basse fréquence sur des longues distances, pour savoir en fait qui est à quel point, à quelle distance d'un point d'eau. Voilà. Parce que les éléphants consomment énormément d'eau, donc si vous avez beaucoup d'éléphants qui arrivent au même moment sur un point d'eau, ça va se friter et ils vont mourir. Donc ils ont évolué un système d'optimisation de la fréquentation des points d'eau qui est basé sur la communication basse fréquence par les coups dans le sol. C'est pour ça qu'il y a cette légende que les éléphants entendent arriver les séismes, parce que c'est vrai. Les éléphants ont littéralement des oreilles plaquées sur le sol. Et vous savez, les éléphants sont sur des semelles compensées. Quand on regarde une coupe de pieds d'éléphant, en fait, ils sont sur des semelles compensées avec un coussin de graisse. Et pendant très longtemps, on pensait que ce coussin de graisse, c'était juste la compensation de la semelle. Mais en fait, depuis qu'on sait que les éléphants communiquent par basse fréquence, est sortie l'hypothèse, qui n'est pas encore confirmée à ma connaissance, je n'ai pas tout fouillé, mais est sortie l'hypothèse que ça pourrait être comme le melon des dauphins, parce que les dauphins ont une structure à l'avant sur le rostre, qu'on appelle le melon, qui est une lentille acoustique. C'est un morceau de graisse qui est une lentille en fait et qui leur permet de récupérer le signal acoustique pour leur écolocation. Et donc maintenant est sortie l'hypothèse que les éléphants auraient en fait que cette structure graisseuse fonctionne comme le melon des dauphins pour concentrer le signal acoustique pour permettre aux éléphants de l'entendre encore plus facilement. Et là aussi en termes de bioinspiration,
ça a inspiré certains systèmes de conductance osseuse, donc ce qu'on appelle l'ostéoacoustique. Vous savez, des écouteurs où vous pouvez avoir les oreilles libres. Donc on met l'écouteur sur votre mâchoire et vous entendez le son comme ça. C'est très utilisé par l'armée. C'est aussi pour ça qu'on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent. Nous, on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent parce qu'elle est conduite par la mâchoire. Et la mâchoire, elle va stabiliser les basses fréquences. C'est pour ça qu'on croit toujours que notre voix est plus grave qu'elle ne l'est et que quand on s'entend dans un enregistrement, on s'entend un peu plus aigu. Et ça, en général, ça nous donne l'impression qu'on a une voix décevante par rapport à ce qu'on croyait avoir comme voix. Et là, mais c'est valable pour les femmes aussi, c'est même pas un truc testostérone ou quoi. Mais ça nous donne l'impression qu'on a une voix plus faussée, quoi. Donc ça a été aussi une source d'inspiration pour faire des systèmes d'écouteurs ostéoacoustiques, chez Google notamment, mais pour l'armée aussi. La chercheuse qui a découvert ça est à Stanford. Alors, maintenant parlons 2 secondes des... Parce que vous savez, il y a venimeux et il y a... Alors, j'oublie en français, mais il y a poisonous et venomous. Alors, je ne sais pas comment on dit en français du coup. Venimeux et vénéneux. Voilà. Donc en gros, venimeux, c'est s'il te mord, tu meurs. Et vénéneux, c'est si tu le mords, tu meurs. Voilà, pour simplifier. Et donc, vous avez des animaux qui sont vénéneux, vous avez des animaux qui sont venimeux. Voici quelques listes d'animaux qui vont prendre les toxines dans l'environnement et qui vont s'en servir. Alors, ma préférée, puisqu'on a commencé sur le dauphin, les dauphins se shootent à la TTX, en fait, mais sans déconner, les dauphins ils le font tourner en plus. Donc ils prennent un poisson globe, peut-être comme ça, ils le poquent là, puis ils essaient de sniffer de la TTX, ils y arrivent très bien, et ça les fait complètement planer, ils nagent de traviole et tout, enfin ils sont shootés pendant une bonne heure, et ils le font tourner, ils se le passent entre eux, voilà, et ensuite ils le laissent repartir, le petit poisson, pour qu'il refasse le plein de tétrodotoxines. Donc les dauphins, voilà, Orelsan ne les avait pas complètement cernés, c'est ça que je voulais dire, et pour ceux qui connaissent la référence, et fondamentalement ce genre de comportement, vous l'avez pas que chez les dauphins, mais c'est un exemple qui est très connu sur Internet. Maintenant, évidemment, des animaux vénéneux, vous avez le légendaire Phyllobates terribilis, mais qui ne produit pas le venin. C'est des batrachotoxines qui sont accumulées parce qu'elles se nourrissent d'insectes qui produisent des batrachotoxines. Quand on a découvert ça, du coup, parce que vous savez que c'était celle qui était utilisée par les Indiens pour empoisonner les fléchettes, et bien, dès qu'on a découvert que Phyllobates ne produisait pas son venin elle-même, on a découvert rapidement que d'autres animaux, pas des batraciens, parce que vous savez, au passage, ça c'est très triste, mais il y a une extinction mondiale en herpétologie. En herpétologie, c'est l'effondrement là. Et aussi bien pour les reptiles, les ophidiens et les batraciens, on a en ce moment une crise absolue. Vous avez des espèces qui disparaissent bien sûr avant qu'on ait le temps de les identifier. Mais sur le chemin, on a identifié des oiseaux qui étaient comparables à Phyllobates. Alors vous avez, voilà, le plus connu, c'est le pitoi. Et ces 3 oiseaux là, mais dont donc l'Iphrita et le pitoi, se nourrissent des mêmes insectes que Phyllobates et accumulent aussi de la batrachotoxine, et donc sont presque aussi toxiques que Phyllobates, pas en termes de masse, parce qu'ils sont quand même plus massifs, mais il faut évidemment surtout pas les manger. Vous avez en Europe le coturnisme. Coturnisme, ça vient de caille, parce que la caille commune, c'est Coturnix coturnix. Et les cailles peuvent se nourrir de ciguës et en exprimer, enfin pas en exprimer, du coup en garder, en accumuler dans leur chair. Et donc vous aviez des cas d'intoxication aux cailles. C'était très utilisé comme méthode d'assassinat à la Renaissance. Dans les grandes familles italiennes, on vous servait des cailles, c'était un peu Game of Thrones, et derrière vous mouriez à la Socrate, mais sans la philo. Le petit hérisson aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que les hérissons peuvent être vénéneux. Voilà. Alors on les mange pas, enfin si on les mange, c'est pas la chair qui est vénéneuse, mais les épines, les hérissons peuvent se frotter des crapauds sur leurs épines, voilà, pour intoxiquer leurs épines et évidemment se rendre encore plus dangereux. Alors ça c'est un cas intéressant parce qu'on commence on fait le chemin vers venimeux, vénéneux. La huppe, très bel oiseau. C'est un symbole national, je crois, de plusieurs pays, je crois, je sais plus, ça doit être Israël, un truc comme ça. Bon, c'est un oiseau qu'on retrouve dans les poésies des soufis, qu'on retrouve dans les poésies de Rumi, etc. Plein de pays et de poètes l'utilisent comme symbole. D'ailleurs, pour les Persans, dans la littérature persane, le Parlement des oiseaux, qui est un peu la divine comédie de la littérature perse, la huppe est le guide des oiseaux quand ils vont chercher leur roi. Donc c'est un oiseau qui représente l'élan mystique, etc. Pourtant, c'est un oiseau qui sent très très mauvais.
D'ailleurs, étymologiquement, on est quasiment certain que le mot salope vient de sale huppe. C'est la première étymologie pour les étymologistes aujourd'hui. La plus probable, c'est que salope viendrait de sale huppe. La deuxième étymologie, mais beaucoup moins probable, ce serait l'anglais sloppy. You're sloppy. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est acté en étymologie que la plus probable, c'est sale huppe. Pourquoi ? Parce que la huppe sent très mauvais. En fait, c'est un mécanisme de défense. Elle a une glande uropygienne, donc une glande sur le croupion, et elle a beau être très belle, elle sent très mauvais parce qu'elle recouvre ses œufs et ses petits d'une substance noire dégueulasse qui sent le cadavre en fait, donc c'est très riche en cadavérine, putrescine, etc. Et cette substance est produite par sa glande uropygienne, donc située au niveau du croupion. Et en plus, comme comportement après évolutif, les petits tapissent le nid de leur excrément en fait. Donc les petits vont peindre le nid de leur caca pour dissuader les prédateurs aussi. Voilà. Un animal aussi mignon a ce genre de pratique. C'est un peu fréquent dans la nature d'un point de vue philosophique. Le symbole du lotus chez les bouddhistes, c'est que le lotus est pur, mais il émerge d'un marais. Voilà. La huppe, peut-être que c'est ça aussi l'idée pour le poète. Elle est magnifique, mais elle émerge d'un environnement qui sent très mauvais. Quoi qu'il en soit, les nids, en tout cas, sentent vraiment très mauvais. Et c'est pour ça que donc les personnes, les forestiers notamment, savaient que les huppes sentaient mauvais, donc sale huppe. Mais chez les oiseaux, on a fait des découvertes encore plus dingues. Il y a 5-6 ans, on a découvert un état de la matière dans les yeux des poules, et vraisemblablement on va le trouver chez presque tous les oiseaux. Ça s'appelle l'hyperuniformité, mais le mot en fait c'est quasi-cristal. Un quasi-cristal. Alors les quasi-cristaux, c'est des systèmes de pavage du plan qui se reproduisent jamais. Donc vous imaginez, vous avez un losange, un hexagone, un machin, vous essayez de faire du carrelage, et on vous donne donc 5 ou 6 pièces différentes, et vous essayez de faire du carrelage avec 5 pièces, et la règle pour que ce soit un quasi-cristal, c'est qu'il faut qu'aucun motif ne se reproduise jamais. C'est la définition du quasi-cristal. Donc on vous donne 5 ou 6 pièces et vous devez, alors par exemple on ne peut pas faire de quasi-cristaux avec un hexagone, un carré ou je sais plus, enfin il y a des pièces mathématiquement démontrées comme étant incapables de faire un pavage du plan irrégulier. Voilà. Mais dans les yeux des poules on a des quasi-cristaux. Alors c'est assez marrant parce que ça a plein d'applications les quasi-cristaux en fait. D'abord il faut savoir que ça a été une sacrée controverse. Linus Pauling, le légendaire Linus Pauling, donc double prix Nobel, le seul à avoir 2 prix Nobel non partagés, et en plus il aurait pu en avoir 5 si on s'amusait à les compter, puisqu'il était à ça de découvrir la structure de l'ADN, il pensait que c'était une triple hélice, il a découvert l'hélice alpha mais il n'a pas eu le prix Nobel pour ça, il était en avance sur les substituts sanguins, ça aurait mérité un autre prix Nobel aussi, et il a découvert l'origine de la drépanocytose. Mais vraiment, il y a un moment, le comité Nobel lui a dit « Calme-toi, c'est bon, tu n'auras pas d'autres Nobel, on t'en a donné 2. » Et en fait, malgré tout, Pauling pensait que les quasi-cristaux n'existaient pas. Et comme c'était le roi de la punchline, quand on lui parlait des quasi-cristaux, il disait « il n'y a pas de quasi-cristaux, il n'y a que des quasi-scientifiques ». Popo. Mais si vous voulez, Pauling, il était quand même à 2 doigts d'accepter vers la fin l'intérêt scientifique des quasi-cristaux, mais on n'en avait pas observé dans la nature, et c'est donc dans les yeux des poules qu'on en a observé. Et en maths, les quasi-cristaux sont super intéressants, parce que ce monsieur Freeman Dyson, alors c'est un rebelle lui, il n'a pas de doctorat, il a fait une carrière gigantesque en physique, il est décédé récemment, et peu de temps avant sa mort, il a écrit un article de vulgarisation qui s'appelle « Les grenouilles et les oiseaux », où il dit il y a 2 types de mathématiciens, il y a les grenouilles et les oiseaux. Donc les oiseaux sont ceux qui maîtrisent une large diversité de domaines, mais qui ne sont pas très méticuleux, puis les grenouilles, c'est ceux qui font pas à pas dans un domaine précis. Et dans cet article, il termine en mode « One more thing », un petit machin « Ah, au fait », si jamais on comprenait mieux les quasi-cristaux, on pourrait résoudre l'hypothèse de Riemann. Voilà. L'hypothèse de Riemann, c'est le problème mathématique le plus prestigieux de l'histoire de toutes les maths. Et il a donné un argument très sérieux dans cet article pour dire que si on comprenait mieux mathématiquement les quasi-cristaux, on pourrait résoudre l'hypothèse de Riemann. Et puis il est mort. Donc si jamais quelqu'un veut faire une thèse là-dessus un de ces jours, à mon avis, c'est très très loin d'avoir livré tout son intérêt scientifique. Toujours en parlant des yeux. Je me suis fait connaître notamment pour mes conférences de vulgarisation sur super crevettes. Donc super crevettes, les crevettes menthes, c'est des déglingos. Je veux dire, elles vous envoient leur marteau là, ça va plus vite c'est l'accélération d'une balle de fusil d'assaut. Elles peuvent péter un aquarium blindé, et en fait, la résistance tensile de ces marteaux,
en gigapascal, c'est comparable au blindage avant d'un char Tigre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc non, elles déconnent pas, les super crevettes en vrai. Et quand elles envoient leur marteau, ça va tellement vite qu'elles font bouillir l'eau. Elles font bouillir l'eau en tapant dedans. Bruce Lee, non. Et en fait, ça va tellement vite qu'elles font des étincelles. Elles font des étincelles sous l'eau. Comme dirait Coluche, elles peuvent fumer sous la douche. En fait, ça crée une étincelle de sonoluminescence. Parce que ça fait de la cavitation. Donc vous avez au départ une bulle qui se forme, la bulle s'aplatit, et ça crée une étincelle qui est mesurée à 5000 Kelvin. 5000 Kelvin, c'est la température à la surface du Soleil. Sous l'eau. Bon. Donc elles font ça, voilà, puis ensuite elles attrapent un poisson, un mollusque, n'importe quoi. Je fais bien la super crevette. Mais bon, là je vais moins vous parler des marteaux, je vais vous parler des yeux. Parce qu'on était sur les yeux, tout ça. Donc les yeux des crevettes mantes, c'est une dinguerie. Bon. C'est 16 cônes, donc nous on en a 3, elle en a 16. Donc elle voit en plus la lumière polarisée circulaire. Personne ne sait à quoi ça sert. On pense que c'est la parade nuptiale, mais pour l'instant on ne sait pas quel est l'intérêt pour les crevettes mantes de pouvoir voir la lumière polarisée en spirale. Et puis donc de voir effectivement les infrarouges, les ultraviolets, certaines ondes radio. T'as du Wi-Fi ? Ouais, c'est par là. J'ai vu du Wi-Fi, je suis rentré. Bon. Mais dans leurs yeux, vous avez un des meilleurs écrans solaires au monde. Voilà. Ça s'appelle les mycosporine-like aminoacides. Donc là, vous avez elles ne sont pas toutes là chez la crevette mante, je vous avoue. La mycosporique glycine, ça c'est sûr, celle-là elle y est. La chinorine aussi, mais les 3 du dessous, la porphyra aussi, mais les 3 du dessous, je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est les meilleurs écrans solaires connus actuellement, et ça ne perturbe pas les coraux. Parce que nous, nos écrans solaires sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux, donc ça pose des problèmes, bien sûr, quand on va se baigner, même en très petite quantité, ça peut réduire la fécondité des récifs coralliens. Si on se tartinait d'yeux de super crevettes mixées, pour simplifier, eh bien, on pourrait ne pas détruire les coraux. Et puisque j'en suis aux écrans solaires, ah oui, j'ai oublié de vous dire rapidement, les yeux ont servi d'inspiration pour faire une caméra de détection des cellules cancéreuses in situ aux États-Unis. Donc là, énorme révolution, vous mettez votre HoloLens en pleine opération, j'exagère, en pleine opération, in Futurum, vous mettez votre Microsoft HoloLens réalité augmentée, tac tac, et avec la caméra, vous voyez exactement où est la tumeur. Et ils sont à 2 doigts de faire ça. Pour l'instant, ils le font évidemment sur biopsie, mais n'empêche qu'ils ont le même protocole de test pour 90% maintenant des cas de cancer sur leur biopsie grâce à cette caméra inspirée des yeux de super crevettes. Mais donc revenons aux écrans solaires. Et voilà comment j'avais teasé la conférence sur Twitter. Ben oui, parce que c'est tellement putaclic fondamentalement. Pablo Escobar et les hippopotames, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? En fait, Pablo Escobar adorait les hippopotames. Donc il en a ramené, d'ailleurs, les premières condamnations qu'il a vraiment eues, à part au tout début de sa carrière de contrebandier, mais les premières condamnations qu'on a osé lui mettre, c'était importation illégale d'hippopotames. Voilà. Donc c'est sur un CV, c'est stylé quand même. Et il avait 5 hippopotames dans son hacienda sur la rivière Magdalena. Et puis, à sa mort, ils se sont reproduits. Et là, je vais pas lui jeter la pierre, c'est pas de sa faute, honnêtement. Lui, il les gardait bien dans des enclos et tout. Mais ensuite, à sa mort, ils les ont laissés partir dans la rivière. Et les hippopotames se sont reproduits dans tous les sens. Et ça a créé un tollé, en fait, quand ils ont voulu les castrer. Donc il y a même eu un texte de loi qui est passé reconnaissant une personnalité à ces hippopotames, interdisant de les castrer. Voilà. Puis c'est encore débattu aujourd'hui, donc je ne sais plus où on en est, mais il va falloir faire quelque chose parce que là ils se reproduisent dans tous les sens, et les hippopotames comme mégafaune, ça vous change le paysage, ça change la carte de la rivière. C'est comme les castors, en broutant certaines herbes et tout, en broutant certaines jeunes pousses, ça peut changer complètement la topographie d'une rivière sur 10-15 ans. Donc c'est devenu un problème environnemental. D'ailleurs, vous avez carrément un groupe de chercheurs en 2019 qui a publié une étude complète de l'impact environnemental des hippopotames de Pablo Escobar. Ouais, it's a thing. Je veux dire, si vous voulez faire votre thèse là-dessus, là aussi, tu travailles sur quoi ? L'impact environnemental des hippopotames de Pablo Escobar. Vous avez vu combien ils sont, hein ? C'est une grosse étude. Alors, évidemment, moi je vous parlais au départ d'écran solaire. Les hippopotames ont ce qu'on appelle une sueur rouge. C'est pas de la sueur parce que c'est produit par des glandes sous-cutanées, mais ça ressemble à de la sueur. Pendant longtemps, évidemment, les gens croyaient que c'était du sang, mais en fait pas du tout. C'est une substance à la fois antibiotique et écran solaire.
avec des dérivés des porphyrines notamment. Donc c'est un très bon écran solaire, presque au niveau des mycosporines-like aminoacides, mais en plus, c'est aussi une substance antibiotique sur laquelle on a peu de résistance. Donc là aussi, ça peut être intéressant, en particulier pour les antibiotiques vétérinaires. Vous savez, en Afrique, en particulier en Afrique du Sud, il y a eu une période où on avait des bombes antibiotiques colorées, et donc en fait, on marquait le bétail avec une croix antibiotique. C'est-à-dire que la meilleure façon d'avoir des résistances, c'est de faire ça, quoi. Et bien là, pour de l'antibiotique coloré sur lequel on n'a pas de résistance, ça pourrait offrir une alternative très sérieuse en médecine vétérinaire. Donc voilà quelques études sur la sueur rouge des hippopotames, et voilà les pigments qui donnent l'effet écran solaire. Les ornithorynques maintenant. C'est un peu le moment Hello Kitty de la présentation, quoi. Mais c'est vraiment pété comme animal, hein, parce que le bec est électrosensible. Donc les ornithorynques, leur bec peut détecter les champs magnétiques pour pouvoir repérer leur proie. Ils ont une queue pour pouvoir manœuvrer plus vite parce qu'ils doivent faire des mouvements pour chasser leur proie dans la vase. Ils n'ont pas d'estomac. Voilà, les monotrèmes en général n'ont pas d'estomac. Ça part direct dans l'intestin. Il n'y a pas d'acide gastrique, il n'y a pas de poche avec de l'acide qui broie leur nourriture. Ils n'ont pas de dents. Donc ils ont des sortes de petits, comme des épines de hérisson dans les joues, qui vont broyer la nourriture, mais c'est des épines, c'est pas des dents. Et ils ont un venin, le mâle a un venin, et la femelle produit du lait. Voilà. Et ils pondent des œufs, bien sûr. Voilà. Donc ils pondent des œufs, c'est un embranchement, donc c'est l'embranchement des monotrèmes. On n'a que 2 représentants de cet embranchement aujourd'hui, les échidnés et les ornithorynques. Et les 2 n'ont pas d'estomac, n'ont pas de dents, et pondent des œufs et produisent du lait. Or, dans le lait de l'ornithorynque, on a identifié une protéine qu'on a appelée la protéine Shirley Temple, parce que Shirley Temple avait des bouclettes. C'était aussi le petit nom qu'on donnait à la reine d'Angleterre quand elle était jeune, parce qu'elle avait des bouclettes aussi. Et bien, la protéine Shirley Temple, elle a une action antibiotique, et aucune résistance n'est connue pour l'instant, et elle est à assez large spectre. Donc là aussi, application médicale à prévoir, bien entendu. Et puis vous avez donc... Voilà, elle est exprimée dans le lait, donc cette protéine est exprimée dans le lait des ornithorynques, mais vous avez aussi le mélange de venin du mâle qui a des effets antidiabétiques. Voilà, donc là aussi très intéressant pour avoir des applications antidiabétiques. Et puisqu'on en est aux protéines un peu bizarres, ça c'est une protéine, donc cette petite protéine comme vous le voyez, qui a été parfaitement identifiée par une équipe française, et en fait c'est toute une famille, et c'est la famille des mambalgines. Alors les mambalgines, donc Kill Bill, hein, je vous le spoile pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais à un moment donné il y a une rencontre entre quelqu'un et un mamba noir et ça se passe plutôt mal. Parce qu'en fait le mamba noir c'est un des serpents les plus venimeux au monde. Et puis c'est très agressif, c'est très territorial le mamba noir, ça peut repter, ça peut ramper à 30 km/h. C'est-à-dire si vous course, vous êtes foutu. Et effectivement, une injection, vous êtes mort. Et en fait, les mambalgines que contient son venin ont un effet morphinergique. Et elles ont un effet, du coup, analgésique généralisé. En fait, vous mourrez d'une overdose, pour simplifier. C'est beaucoup plus performant que la morphine, mais ça ne cause pas d'addiction. Donc là, énormes applications aussi. Hein. Et ça a un plus large spectre, d'ailleurs, d'effets analgésiques, mais pas d'addiction et pas d'effets cholinergiques aussi. Donc très intéressant pour réduire les effets secondaires. Maintenant, parce que je parlais de convaincre les chefs d'État qu'un baril de nature valait plus cher qu'un baril de pétrole, 1 mg de mambalgine, c'est $6 000. 1 mg de mambalgine purifiée, c'est $6 000. Donc ça fait 6 milliards le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Et c'est même pas une vanne. Hein. Si vous vous amusez à compter le nombre de sacs de terreau à géranium que vous pouvez acheter chez Truffaut avec un lingot d'or, oui, j'ai calculé ce chiffre. Ma vie, c'est de la merde. Vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or que vous pouvez acheter avec 1 kg de mambalgine. C'est ça qui est complètement dingue. Donc il y a le même écart entre le terreau à pélargonium et l'or qu'il y en a entre l'or et la mambalgine. Donc là, vous avez un cas très clair pour expliquer à un chef d'État qu'en fait, l'extinction de certains animaux, ça peut coûter très très cher à l'économie. Et j'insiste, je ne veux pas le réduire à ça, mais c'est déjà un bon point de départ. Alors, toujours dans les... Ça, c'est pas une toxine, mais c'est des canaux, donc c'est des canaux transmembranaires, on les appelle les récepteurs wasabi. Maintenant, leur vrai nom, c'est TRPA, mais
tout le monde les connaît sous le nom récepteurs wasabi. Parce que c'est les récepteurs qui nous font pleurer quand on coupe un oignon ou quand on mange du wasabi. Et en fait, ce sont les nocicepteurs de prédilection des grands brûlés. Les brûlures, ceux qui font vraiment qu'un grand brûlé va avoir mal, c'est les wasabi receptors. Donc du coup, trouver des méthodes pour les inhiber, ça pourrait révolutionner complètement le traitement des grands brûlés. Et plein d'autres applications. Et bien, alors au passage, on a identifié leur structure, vous voyez, c'est quand même vachement compliqué. Ça, c'était de la cryomicroscopie, parce qu'on ne sait toujours pas bien cristalliser les protéines transmembranaires. Et vu la complexité de cette protéine, évidemment, ça aurait été probablement impossible de la cristalliser proprement. Mais maintenant qu'on a sa structure, d'un côté, on a aussi des molécules agonistes, et elles sont produites par certains scorpions. En fait, ce scorpion d'Australie, son venin, il n'est pas mortel, lui, contrairement à peu près tout ce qui existe en Australie, mais lui, il n'est pas mortel. Et il va vous faire très mal, par contre, parce qu'il va vous envoyer une sorte de brûlure sous-cutanée qui va stimuler vos wasabi récepteurs de l'intérieur. Vous imaginez un peu l'expérience. Mais du coup, en étudiant son venin, toujours pareil, on pourrait commencer à développer des inhibiteurs des wasabi récepteurs. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au Brésil, ils ont découvert que la peau de tilapia, pas autoclavée, mais stérilisée, quoi, était une excellente compresse pour les brûler. Donc là, vous voyez, c'est un hôpital, je ne sais plus où c'est au Brésil, peut-être à Santarém, mais je ne voudrais pas vous dire de conneries, mais en tout cas, c'est devenu un protocole régulier pour eux. Ils prennent de la peau de tilapia stérilisée, parfois même ils l'infusent pour en faire une compresse avec des substances actives, et ils la posent sur les grands brûlés. Donc vous imaginez, dans un monde, dans un futur plus ou moins proche, on pourrait avoir d'une part notre inhibiteur des wasabi récepteurs, d'autre part cette peau de tilapia stérilisée, appliquée comme compresse chez les grands brûlés. Ou autre chose sur les compresses d'ailleurs, je vais parler des travaux de cet excellent chercheur, Frank Zal, qui est entrepreneur maintenant, il a une société, mais il était chercheur au CNRS au départ. Et là, ce qui tient dans sa main, et je suis quasiment certain que personne dans la salle savait que ça existait, ça, c'est un substitut sanguin lyophilisable. C'est-à-dire que c'est de la poudre. Vous pouvez avoir une poche de sang en poudre. Voilà, c'est pas possible normalement. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les globules rouges, évidemment, si vous lyophilisez, ils vont exploser et vous allez créer quelque chose qui sera profondément allergisant à l'injection. Mais en fait, ce que Frank Zal a découvert, c'est que ce petit ver marin, l'arénicole, donc l'arénicole, c'est les petits trous que vous voyez dans la vase, et les pêcheurs s'en servent comme appât. Donc le bar de ligne, etc., quand ils veulent attraper un bar de ligne, ils hameçonnent ça saigne énormément, ça attire les poissons. En fait, ça possède une des premières formes d'hémoglobine dans l'histoire, et c'est en apnée pendant 6 heures. Pendant la marée basse, l'arénicole est en apnée. Du coup, elle a une hémoglobine complètement dingue. Son hémoglobine, elle peut fixer 156 molécules d'oxygène en même temps. Donc nous, si je ne me gourre pas, c'est 4 ou 8 pour la myoglobine et l'hémoglobine. Je savais que mes cours de biochimie sont un peu loin. Mais donc en tout cas, alors c'est la myoglobine, c'est 2 molécules, je crois, non? Ou 4? Ouais, vous non plus, vous ne savez pas. En tout cas, de mémoire, je crois que c'est 4. Hein? Non. Bon, en tout cas, moins que là. Donc de mémoire, je crois que c'est 39 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. 39 fois. Avec des applications dans tous les sens. Sur le pied du diabétique, par exemple, première cause d'amputation dans les pays riches, le pied du diabétique, vous mettez une compresse, vous avez une oxygénation périphérique. Pour les transplantations d'organes, vous avez la meilleure solution oxygénante possible, vous pouvez garder un greffon des jours entiers. Et en plus, les greffons très complexes, comme les visages, par exemple, pour les survivants de tentatives de suicide ou pour les grands brûlés, eh bien greffer un visage, il y a évidemment beaucoup trop de capillaires et de petits vaisseaux, mais là, si vous avez gardé le greffon dans de l'hémoglobine d'arénicole, il ne va pas nécroser, ou très peu, et vous allez pouvoir réaliser l'opération. Et là, dernièrement d'ailleurs, une double greffe de main a été exécutée grâce à l'hémoglobine d'arénicole de Frank Zal. Celle-là, c'était pas avec Laurent Lantieri, mais les greffes de visage qui ont été effectuées avec l'hémoglobine d'arénicole, c'était avec Lantieri. Et voilà donc à quoi ressemblent les trous. Ça, c'est le sable qui est filtré par les arénicoles. Donc, quand vous voyez ça, il y a un arénicole en dessous. Et on peut s'arrêter sur l'ironie du truc. Parce que les Américains, quand ils ont débarqué en Normandie, ils cherchaient désespérément un substitut de sang. Ils cherchaient,
comme les jerrycans pour les tanks, quoi. Les Allemands avaient mis en place les jerrycans qui permettaient de recharger les tanks, de faire le plein plus rapidement. Mais pour les transfusions, les Allemands étaient très en retard. Les transfusions pour les Allemands, c'était 1 contre 1. Donc il fallait qu'un donneur arrive avec la transfusion, et c'était une personne pour une personne. Les Américains avaient mis en place des poches déjà. Et donc on pouvait avoir un porte-manteau et puis tous les patients transfusés à la fois. Mais ils n'avaient pas de substitut de sang artificiel. Ils savaient que l'eau de coco était transfusable. L'eau de coco, c'est transfusable, en effet, parce que c'est du plasma. L'eau de coco, c'est du cytoplasme concrètement, c'est une cellule. La noix de coco, à l'intérieur, c'est une grande cellule, et donc l'eau de coco est transfusable, et pendant la guerre du Pacifique, ça a servi. Mais ça ne vous fera pas monter votre hématocrite, parce qu'il n'y a pas d'hémoglobine. Et bien, la solution était sous leurs pieds, en fait. Quand ils ont débarqué en Normandie, la solution était sous leurs pieds. Le substitut sanguin, il était sous leurs pieds. Un autre exemple qui m'a fait délirer en termes de molécules d'intérêt. Bon, c'est creepy, mais il y a un intérêt pharmaceutique, vraiment qui vaut la peine d'être étudié. À Budapest, dans les années 30, il y avait un Smile Club. Vous aviez des psychiatres qui pensaient que le fait de porter un masque avec un sourire allait augmenter votre morale. Voilà. Donc on faisait porter, c'était pas que pour les femmes, mais là c'est la seule photo que j'ai, mais donc vous aviez des gens qui se baladaient comme ça avec un petit smiley et tout. Le smiley n'avait pas encore été inventé, mais l'idée étant que vous auriez un feedback de vous voir sourire artificiellement toute la journée, et que à la fin ça vous permettrait d'aller mieux. Et ben en fait cette théorie est revenue à la mode, puisque en 2021, donc tout récemment, est sortie une méta-analyse controversée, mais intéressante quand même. Elle n'a pas été rétractée, hein. Elle a juste fait réagir, qui disait que les injections de Botox pouvaient augmenter le moral. Voilà. Parce que le fait d'être tout le temps en mode comme ça, pourrait faire un biofeedback qui rendrait les gens, qui leur permettrait de récupérer d'une dépression plus rapidement, avec ou sans fluoxétine, etc. Donc la toxine botulique, juste pour dire qu'elle a plein d'applications, et elle coûte évidemment très très cher aussi. Dans les molécules d'intérêt, c'est une des biomolécules les plus chères de l'histoire. Et pour venir justement aux applications maintenant, c'est pas James Bond, hein. Ça, c'est une audition au Sénat américain, et puis ça date de 75. Et en 75 ont été déclassifiés des documents de la CIA, en particulier montrant, et là vous avez le sénateur Church qui montre un pistolet à crise cardiaque développé par la CIA. Et c'était donc une arme qui envoyait, puisqu'ils ont tué des gens avec ça, des toxines animales, en particulier des conotoxines et différentes toxines de coquillage. Et ça vous envoyait donc une petite palette glacée qui contenait une conotoxine ou une toxine de coquillage, et ça ne laissait comme seule trace qu'un petit point rouge qui était absolument impossible à comprendre et à tracer à l'autopsie, et la cible mourait d'une crise cardiaque. Ça existe pour de vrai. C'est pas James Bond, c'est pas des délires, c'est des déclassifiés à la commission de Church en 75. Et là vous vous dites, si vous vous intéressez, sait-on jamais, à la balistique, envoyer une petite palette de glace comme ça doit être compliqué. Ils y avaient pensé en fait, et c'était basé sur une technique qui avait été développée pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un projet qui n'a jamais vu le jour, mais qui était prévu, notamment par Churchill. Il avait évoqué ça, de faire un porte-avions composé de pykrete. Alors c'est quoi le pykrete ? C'est simplement de la sciure de bois et de la glace. Glace, sciure de bois, c'est plus résistant que du béton. C'est beaucoup plus léger et plus résistant, significativement plus résistant que du béton. Sur YouTube, vous avez plein de gens qui s'amusent à tirer avec des fusils sur du pykrete et à vous montrer que ça résiste à des balles antimatérielles, 12-7, etc. Et donc, on peut même construire avec. Ça, c'est un dôme en pykrete, un dôme géodésique. Donc, vous voyez, et la formule, c'est simple, hein, glace, sciure. Donc, vous mélangez de l'eau et de la sciure, vous en faites un granité, en fait. C'est un granité de sciure et de glace. Et une fois que ça prend, c'est plus solide que du béton. Et bien, apparemment, la palette qui était envoyée par ce flingue à crise cardiaque était une petite balle en pykrete, ce qui fait que ça laissait quasiment aucune trace. Et vraiment, hein, je mets la source. Là, vous avez la source complète, donc c'est la résolution 21 du Sénat pour les activités de renseignement en 75, qui est disponible en ligne. Hein, tout ça, c'est déclassifié, vous pouvez voir, voilà. Et ça vous dit d'ailleurs, très intéressant, ça c'est une des exégèses du document. C'est pas le document lui-même, mais il dit voilà, d'après les sources du Congrès,
des membres de la CIA sont allés dans le métro pour tester les angles de tir. Donc ils sont allés dans le métro pour s'entraîner, pour voir comment ils pourraient ou pas exécuter une cible à Budapest ou à Moscou, que ce soit plausible évidemment, dans le métro de new-yorkais. Évidemment, ils n'ont pas tué des gens dans le métro de new-yorkais, mais ils sont allés comme ça, s'amuser à regarder s'ils avaient des angles de tir et des solutions de tir pour leur flingue à crise cardiaque. Or, et là on va rentrer dans les trucs rigolos, l'endroit où étaient fabriqués ces flingues à crise cardiaque, c'était le légendaire fort Detrick. Et le fort Detrick aux États-Unis, c'est le centre de recherche sur la guerre bactériologique, la guerre virale, etc. Et en ce moment, vous avez une guerre de l'information entre les États-Unis et la Chine, parce que dans l'origine du SARS-CoV-2, évidemment, le P4 de Wuhan ayant été particulièrement cité à juste titre, les Chinois ont riposté, et ça c'est un organe de presse officiel chinois, et c'est l'ambassade qui l'a repris, donc j'insiste, c'est une position officielle de la Chine, ce que je vous montre. C'est pas un journaliste indépendant qui a mis ça. C'est une position officielle de la Chine, qui ont sorti un article complet en disant que les travaux de Fort Detrick étaient douteux, et quand vous lisez l'article, c'est très très précis, hein, c'est du niveau mémorandum de renseignement, ce qu'ils ont sorti. Donc en ce moment, la Chine et les États-Unis sont en train de se lancer de la bouse de vache sur les origines de certains travaux de recherche en bactériaux. Enfin, en viraux en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, je voudrais terminer sur, parce que bon, moi j'ai quitté la recherche peu de temps après ma thèse, même si je continue à en faire, mais plus comme un centre d'intérêt à côté, puisque je suis parti dans le privé ensuite. Mais je voulais conclure en gros sur ce que j'aurais adoré faire si j'avais été à l'IHU. Parce qu'après tout, le but c'est, vous savez, Pasteur disait, le plus beau mot dans notre langue c'est enthousiasme. Enthousiasme. Parce que enthousiasme, ça veut dire avoir un Dieu à l'intérieur. Anthéos. Anthéos, donc théos le Dieu, et à l'intérieur. Et c'est vrai que l'enthousiasme, on le perd. Vous voyez, il y a plein de gens qui pensent qu'être blasé, c'est être professionnel. D'ailleurs, comment on appelle l'opposé d'un professionnel? On l'appelle un amateur. Donc quelqu'un qui aime, c'est pas un professionnel par définition. Bah ça, c'est un tort. Vraiment, avoir un enthousiasme, garder l'esprit enfantin qu'on a pu avoir en nous, comme le recommande bien Saint-Exupéry dans ses œuvres, c'est quelque chose qu'on devrait cultiver. Donc je voulais conclure en gros sur moi ce que j'aurais adoré faire si j'avais été à l'IHU en postdoc ou ensuite qui, je sais pas, comme maître de conf ou autre. Un animal que j'affectionne beaucoup, c'est le requin en général, et ce requin-là en particulier, ça c'est le requin du Groenland ou le sleeper shark. C'est un animal qui peut vivre plus de 400 ans. On en a identifié un spécimen qui avait plus de 350 ans. Il nage très lentement, mais il arrive à manger des phoques quand même en les surprenant dans leur sommeil. Donc il nage à 6 km/h, mais en identifiant très patiemment les phoques qui dorment sur la banquise, boum, il arrive à en attraper un ou deux. Et il reste la proie des orques épolars, évidemment. Il n'est pas complètement au sommet de la chaîne alimentaire. Et ce requin, alors évidemment, les Islandais, les Finlandais vont en manger. Ça a un goût absolument immonde. En fait, c'est très riche en urate, donc ça a littéralement une odeur, et certains pourraient vous dire un goût de pisse, même si je n'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Mais je ne sais même pas à quel moment on se dit, en fait, ce truc-là, qui ne respire pas la comestibilité, on est d'accord. On va le sécher, parce que c'est toxique, hein. J'ai oublié de vous dire ça, non seulement ça pue, mais c'est toxique si c'est pas traité très longtemps. Bon. J'ai l'impression que des fois l'humanité a une sorte de défi, comme le poisson globe, tout ce qu'on a vu là, hein, le fougou, si c'est toxique, je vais quand même essayer d'en bouffer, quoi, juste pour voir. Et donc les Islandais le sèchent, le fermentent, et puis c'est la fermentation qui va révéler les arômes, et le mangent. Si vous allez en Islande, essayez, honnêtement. Voilà. Mais pourquoi je vous en parle maintenant? Parce qu'évidemment, aller mettre des séchoirs de chair de requin du Groenland, c'est pas tellement un projet de postdoc viable pour l'IHU. Mais en fait, les anticorps de requin, c'est une révolution. Les anticorps de requin, c'est une folie. Voilà. Alors on les appelle les NAR, New Antigen Receptor. Et les NAR, alors au départ c'était sur les camélidés, c'est les anticorps de chameau, de lama, de gigogne, etc. Et les anticorps de camélidés sont plus petits que les anticorps des autres mammifères et sont beaucoup plus stables. Ils restent dans la circulation beaucoup plus longtemps. Mais les anticorps de requin, c'est encore plus. Et pourquoi ils sont exceptionnels? Parce qu'ils peuvent passer la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça qu'ils sont intéressants. Les anticorps de requin peuvent passer la barrière hémato-encéphalique avec évidemment plein d'applications possibles en immunociblage, soit pour la recherche,
parce qu'après tout, pour décorer des tranches de cerveau, que sais-je, enfin, si elles sont tranchées, il n'y a plus de barrière hémato-encéphalique, mais en tout cas, pour pouvoir même cibler des tumeurs, c'est évidemment quelque chose de très très intéressant. Mais vous savez aussi, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors là, ça saute pas aux yeux qu'il pourrait passer la barrière hémato-encéphalique, parce que ça a l'air plus gros, mais vous voyez en fait, c'est cette partie-là qui est importante, et vous pouvez voir par rapport aux immunoglobulines standards. Donc, l'idée, donc aujourd'hui, voilà, vous avez des gens qui cultivent ça, qui vont prélever du sang de requin pour essayer de purifier des anticorps. Mais faisons un peu de dystopie. Donc pas d'utopie, pas de trucs positifs. J'ai commencé sur la plateforme pétrolière de la connaissance dans les forêts, etc. Mais là, faisons 2 minutes de la dystopie. Imaginons que pour une raison X ou Y, dans les années à venir, ou dans un futur proche ou lointain, imaginons qu'on ait des problèmes avec les prions. Les prions, d'après les Nations Unies, sont une arme, sont dans la catégorie des armes bactériologiques. Enfin, pas bactériologiques, du coup, les prions sont des protéines qui se reproduisent et qui se dénaturent mutuellement. C'est Proussiner, le prix Nobel, qui l'a démontré. Et la multistabilité des prions fait que très peu de prions peut d'un coup, au cours des années, provoquer des plaques amyloïdes en très très grande quantité. Imaginons que ce problème émerge. Eh bien, je pense qu'une des solutions qui devrait être étudiée, et je ne le donne que d'un point de vue prospectif, je ne vous dis pas évidemment que c'est une solution réelle, je ne suis pas chercheur à temps plein dans le domaine, mais je pense qu'une des solutions les plus prometteuses serait des anticorps catalytiques de requins. Parce que vous savez qu'on peut faire des anticorps catalytiques. Et les anticorps peuvent être utilisés donc pour produire des enzymes sur mesure. Mettre au point des anticorps catalytiques de requins qui seraient capables de catalyser, parce que la réaction qui transforme un prion en prion pathologique versus prion pas pathologique, elle est possible aussi. Elle est juste extrêmement difficile, mais elle est possible. Eh bien, les anticorps catalytiques qui pourraient inverser la transformation des prions, des plaques amyloïdes, et qui passeraient la barrière hémato-encéphalique, je pense que ce serait j'impose pas mon point de vue, mais une des meilleures pistes possibles dans un tel scénario catastrophe prospectif. Maintenant, ce que j'aurais aimé faire à l'IHU, c'est en particulier étudier ce modèle pour la production de biomolécules d'intérêt. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un SCOBY. SCOBY, ça veut dire Synthetic Colony of Bacteria and Yeast. Donc symbiotique, pardon, pas synthétique, symbiotique. Donc c'est une colonie symbiotique de bactéries et de levures, mais on connaît ça sous le nom de mer de vinaigre. Voilà. La mer de vinaigre, ce truc qui flotte au-dessus, c'est en fait de la cellulose, que les bactéries produisent de la cellulose. Vous savez que les chloroplastes qui sont présents dans les cellules végétales étaient des bactéries, vraisemblablement, comme les mitochondries étaient vraisemblablement des rickettsi, que d'ailleurs votre taulier a appris à cultiver très tôt, et ça a aussi aidé la recherche sur les rickettsi. Eh bien, cette cellulose, elle est produite par des bactéries assez comparables d'un point de vue génétique. Et puis vous avez des levures, bien sûr, qui sont des eucaryotes et qui peuvent donc produire une plus grande gamme de molécules. Et bien ça, c'est un peu un modèle pour les assemblées bactériennes. Mais les biofilms aussi, parce que c'est un super biofilm en fait, concrètement. Et donc c'est un modèle pour plein d'aspects, ça commence à être étudié à l'Institut Pasteur. Et c'est par hasard, puisque Pasteur, vous savez qu'il a fait toute sa carrière grâce au vin jaune. En fait, Pasteur, en médecine, personne ne croyait à son travail au départ. Pasteur était payé par les fabricants de vin jaune du Jura, pour étudier ce qu'on appelle le vin de voile, qu'en fait le vin jaune il est fabriqué par un voile de bactéries, enfin de levure qui va former un voile cuve ouverte. Et donc les cuves sont ouvertes dans le Jura pour fabriquer le vin jaune, c'est pour ça que les bouteilles sont plus petites, 62 versus 75 pour les bouteilles standards, parce que le vin s'évapore. Et c'est en étudiant le vin jaune que Pasteur a pu observer des micro-organismes et commencer à développer, à consolider ces théories microbiennes, ces théories germinales des maladies, qui ont ensuite, après 30 ans, été acceptés. Donc ça serait un retour aux sources, en fait, par rapport aux travaux de Pasteur, que d'étudier les SCOBY, mais en particulier de rajouter quelques technologies sur les SCOBY, notamment CRISPR, notamment de l'édition de génome, parce qu'après tout, CRISPR, c'est tellement simple. Vous savez, CRISPR, les biohackers, ils bossent avec un frigo dans une cuisine. Vous avez une centrifugeuse, un frigo, une cuisine, vous pouvez crisper des trucs, avec tous les problèmes que ça représente d'ailleurs. Parce que je vous ai montré les venins, imaginez un petit génie qui arrive à faire de la toxine botulique avec des levures, ça peut devenir vite très 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 compliqué. D'où l'intérêt de développer des brevets pour la détection d'agents bioterroristes d'ailleurs. Ce qui est aussi, si ma mémoire est bonne, une des spécialités de l'IHU. Donc fondamentalement, moi ce qui m'aurait intéressé, ça aurait été de crisper des SCOBY. Au passage, les SCOBY, on peut en faire
plein de trucs. Par exemple, du cuir vegan. Vous avez ici une modiste qui a fait un défilé Calvin Klein avec des vestes en cuir, donc il laisse pousser ça, quoi. Et ensuite on peut mettre l'adjuvant qu'on veut, les teintures qu'on veut, l'épaississant qu'on veut, pour avoir l'épaisseur et l'imperméabilisant qu'on veut. Donc voilà, pour terminer, si j'avais été à l'IHU, moi j'aurais adoré poser un projet CRISBY. C'est une référence qui ne va pas parler à tout le monde, mais ça me fera d'autant plus plaisir. En fait, CRISPR plus SCOBY, ça aurait donné CRISBY, et regardant comment certaines biomolécules d'intérêt auraient pu être produites par des mères en utilisant CRISPR sur ces mères. Donc voilà le panorama de tout ce que je voulais vous démontrer, et en particulier l'argumentaire final par lequel on a commencé. La connaissance vaut plus cher que le pétrole, un baril de connaissance vaut plus cher qu'un baril de pétrole. La nature est le plus gros gisement de connaissances au monde. Et donc si on extrayait des barils de connaissances plutôt que des barils de matières premières de la nature, on la préserverait plutôt que de la détruire. Je vous remercie.